destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Si on demande à 100 personnes de décrire Hiroshima, je suis pas mal convaincu qu'on s'entend pour dire que 99 d'entre elles vont utiliser des mots comme tragédie, deuil ou destruction. Ouais, absolument. C'est le réflexe immédiat. C'est ça. Quand on prépare un voyage ou qu'on étudie cette région du monde, on traîne souvent cette immense valise mentale, une valise remplie d'attentes extrêmement lourdes. Pourtant, notre exploration d'aujourd'hui, qui est basée sur un guide de voyage d'une précision chirurgicale en passant, dépeint une réalité complètement déroutante. Complètement. C'est presque le jour ou la nuit. Exact. On y décrit une ville obsédée par une gastronomie bruyante, traversée par des rivières paisibles et habitée par une énergie super vibrante. Fait que c'est fou de penser que c'est probablement la destination la plus mal comprise de tout le Japon. Cette dichotomie entre les attentes et la réalité, elle frappe quiconque met les pieds là-bas. Les sources qu'on analyse montrent bien que la majorité des gens intègrent cette étape dans leur itinéraire comme genre une sorte d'obligation morale. Ouais, comme un devoir de mémoire qu'il faut cocher. Exactement. On s'attend presque à devoir chuchoter dans les rues, à vivre une expérience étouffante sous le poids de l'histoire, mais le contraste à l'arrivée est d'autant plus grand. Ce que les visiteurs découvrent, dans le fond, c'est un endroit d'une chaleur humaine remarquable. C'est un message de paix qui s'inscrit dans la durabilité, dans la vie quotidienne, plutôt qu'une tristesse qui serait figée dans le temps. Bon, essayons de démêler ça. Comment une ville, dont le nom même est synonyme d'effacement instantané, parvient-elle à offrir une expérience aussi lumineuse aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique cette transition entre la lourdeur appréhendée et la légèreté vécue sur le terrain? La réponse se trouve dans la manière dont Hiroshima a choisi de compartimenter, ou plutôt d'encadrer son passé. La ville ne fait pas l'autruche. Non, c'est clair qu'elle ne cache rien. Elle a structuré sa mémoire avec une dignité spatiale vraiment incroyable. Le point de départ incontournable de cette compréhension, c'est le parc du Mémorial de la Paix. C'est pas juste un musée planté au coin d'une rue commerciale. Non, c'est immense. Ouais, c'est une immense zone verte située exactement à l'hypocentre de l'explosion atomique de 1945. Au lieu de reconstruire des gratte-ciels sur ce terrain spécifique, on a décidé d'y faire pousser des arbres. On a laissé respirer l'espace. Et le repère visuel de cet espace-là, c'est évidemment le dôme de la bombe atomique. En lisant les descriptions du guide, on réalise que c'est le squelette en briques et en acier de l'ancienne halle de promotion industrielle. Et il a été préservé au millimètre près, dans l'état exact où le souffle l'a laissé. C'est pas restauré pour faire joli, tu sais. Non, aucunement. C'est pas non plus mis en scène avec des effets dramatiques. C'est la conservation brute d'une fraction de seconde du mois d'août 1945. Nos sources soulignent que tout le parc autour de ce dôme-là est conçu pour le mouvement lent, pour la contemplation. Ouais. On est à des années-lumière du sensationnalisme de certains mémoriaux de guerre qu'on peut voir ailleurs. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'approche philosophique du musée du Mémorial de la Paix qui est situé dans ce même parc. Ah oui, le musée. L'institution ne cherche jamais à brusquer ou à submerger la personne qui la visite avec, mettons, des murs entiers de statistiques froides ou des écrans criards. L'impact se construit détail par détail de manière cumulative. On s'approche d'une vitrine pour observer des choses d'une banalité terrifiante, genre un tricycle d'enfant carbonisé. Ouf, ouais. Une montre de poche arrêtée précisément à 8h15. Des vêtements en lambeaux. La fameuse ombre humaine figée sur des marches de pierre. C'est un musée qui demande un véritable engagement émotionnel. C'est une intimité troublante avec l'histoire, sincèrement. C'est d'ailleurs pour ça que le guide insiste sur une consigne logistique hyper stricte. Il faut allouer un bon 2 à 3 heures à cette visite et surtout arriver très tôt le matin. Absolument essentiel. Oui, parce que se retrouver dans ces salles-là, au milieu d'une foule compacte, ça brise cette connexion silencieuse. En fin de compte, je perçois le dôme et ce parc, non pas comme un monument passif, mais comme un immense silence intentionnel placé en plein cœur de la symphonie urbaine. C'est un espace qui pose une question muette à quiconque le traverse. Ce silence intentionnel, il agit véritablement comme un ancrage émotionnel et géographique. Le fait de concentrer le recueillement dans ce périmètre spécifique, ça permet paradoxalement au reste d'Hiroshima de vivre. De respirer,
Oui. Exactement, d'être bruyante, de rire sans que les habitants soient quotidiennement écrasés par le poids de l'histoire. On respecte le passé au centre, ce qui donne la permission au présent de s'épanouir tout autour. Et cette respiration-là, ce mouvement qui s'éloigne du mémorial, ça se lit directement dans la topographie de la ville. Les sources qu'on examine montrent que l'histoire d'Hiroshima ne reste pas confinée dans le parc. Elle s'écoule littéralement dans ses rivières. On a tendance à l'oublier, mais c'est une ville d'eau. Une ville d'eau par excellence. Elle est bâtie sur un vaste delta où 6 rivières principales se ramifient depuis le fleuve Ota pour aller se jeter dans la mer. Et cette géographie fluviale, elle a été cruciale dans la reconstruction. Après la guerre, au lieu d'asphalter massivement les berges pour faire passer des autoroutes, comme on l'a vu dans plein d'autres métropoles, Hiroshima a aménagé ses espaces. Les rivières dictent la respiration quotidienne de l'endroit. Le guide met d'ailleurs en scène ces longues promenades en soirée le long des rivières Kobashi et Motohasu. La description du dôme de la bombe atomique qui se reflète doucement dans l'eau calme la nuit, éclairée par des projecteurs subtils. C'est une image puissante. Magnifique, oui. Sans oublier le 6 août, où la surface de l'eau se couvre de milliers de lanternes de papier coloré qui portent des messages de paix. Je me pose souvent la question en lisant ça. Est-ce que cette présence constante de l'eau ne sert pas de mécanisme naturel pour laver la lourdeur du passé? Comme si le courant offrait un rythme thérapeutique à la ville et aux gens qui s'y promènent au crépuscule. Si on relie ça à la vue d'ensemble, la réappropriation des berges est la preuve la plus tangible de la résilience locale. Prenons des quartiers comme Eba ou les cafés en terrasse qui bordent aujourd'hui la rivière Motoyasu. Ouais. Ces cours d'eau qui ont été le refuge désespéré de milliers de personnes lors de la tragédie, ils sont redevenus des lieux de rassemblement, de détente, de célébration. L'eau avance constamment, elle ne stagne jamais. C'est la métaphore parfaite de la mentalité d'Hiroshima. Une ville qui ne stagne jamais, ça se ressent encore plus fort dès qu'on quitte le calme des berges pour s'engouffrer dans Nakaku, le quartier central. On laisse l'énergie paisible de l'eau pour frapper un mur d'énergie humaine complètement électrisant. Oh oui, le contraste est frappant. Particulièrement autour de la longue arcade couverte Ondori et du secteur du grand magasin Parco. Si la reconstruction physique de la ville est passée par ses rivières, sa reconstruction sociale, elle, est passée par sa nourriture. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Ah, l'âme culinaire d'Hiroshima, c'est un phénomène en soi. Et le grand protagoniste de cette histoire-là, c'est sans conteste l'okonomiyaki. Pour bien comprendre, il faut remonter à l'après-guerre. C'était au départ un plat de survie. Un plat de nécessité, ouais. Exact. La nourriture manquait cruellement. Alors on prenait la farine distribuée par les rations américaines, on l'étalait en fines crêpes sur des plaques chauffantes improvisées et on empilait par-dessus tout ce qui tombait sous la main. Surtout beaucoup de choux pour remplir les ventres vides. Ce plat-là est devenu une immense fierté identitaire aujourd'hui. Nos textes soulignent à gros traits la guerre de clochers entre l'okonomiyaki d'Hiroshima et celui d'Osaka. C'est drôle, parce qu'à Osaka, la philosophie est de tout mélanger dans un bol. Ouais, on mélange tout. La pâte, le chou, la viande, avant de verser le tout sur la plaque. Ça donne une espèce d'omelette épaisse. Mais à Hiroshima, c'est l'art minutieux de la superposition. On verse une fine pellicule de pâte d'un côté. La base, ouais. Ensuite, on monte une petite montagne de chou râpé, des germes de soja, des tranches de porc. À côté, on fait sauter des nouilles soba ou udon qu'on glisse ensuite sous la montagne. On ajoute un œuf frit et on badigeonne le tout d'une sauce brune sucrée-salée extrêmement riche. C'est ni plus ni moins qu'une lasagne japonaise de rue. J'adore cette expression. Le respect de chaque ingrédient et de sa texture individuelle est primordial. Le terme lasagne de rue capture parfaitement cette complexité architecturale. Et le sanctuaire incontesté pour vivre ça, c'est Okonomira. Il ne s'agit pas d'un restaurant classique, c'est un immeuble entier sur plusieurs étages qui abrite 2 ou 3 dizaines de mini-comptoirs gérés par des familles ou des cuisiniers indépendants. Un village de la bouffe? Exactement. On franchit les portes, on entend le fracas métallique continu des spatules sur les grilles, la chaleur des plaques frappe le visage et l'odeur de la sauce caramélisée imprègne tout l'espace. Ça donne faim. On s'assoit au comptoir, épaule contre épaule avec des travailleurs locaux et on regarde l'artisan bâtir ce plat complexe sous nos yeux. C'est bruyant, c'est chaotique, réconfortant, c'est la vie urbaine à l'état pur. Ça donne faim juste d'en parler, c'est clair. Mais une fois qu'on s'est rempli le ventre et qu'on a absorbé l'effervescence de Nakaku, cette immersion-là donne naturellement envie de prendre un peu de recul pour voir dans quel écrin naturel cette métropole est posée. L'horizon urbain s'ouvre sur le port d'Ujina, qui agit,
comme le point de bascule vers un contraste saisissant. Le port marque vraiment la transition vers la mer intérieure de Seto. C'est un des paysages maritimes les plus majestueux du pays, tu sais. Et la destination phare de ce bassin, c'est l'île de Miyajima. Une courte traversée en traversier de 25 minutes suffit pour passer du bitume urbain à une atmosphère empreinte de mythologie. Le guide lance d'ailleurs un avertissement très clair à quiconque planifie cette escapade. Il faut débarquer sur l'île avant 9 heures du matin. L'enjeu n'est pas seulement d'éviter les foules massives qui arrivent par vagues en fin de matinée, c'est surtout une question de lumière. Oui, la lumière change tout. Capter les rayons obliques du matin sur l'eau qui entoure le sanctuaire d'Itsukushima, ça change complètement la perception du lieu. Ce sanctuaire-là, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a une origine qui remonte quand même au 6e siècle. Son architecture a été pensée pour brouiller la frontière entre la terre et la mer. Son torii-vermillon, cet immense portail traditionnel érigé au large, il donne l'illusion parfaite de flotter sur les vagues à marée haute. C'est l'image classique qu'on voit partout. Ouais. Les sources insistent sur le fait qu'observer le mouvement lent de la marée, engloutir progressivement la base des piliers, ça offre une perspective qu'aucune photo dans un livre ne peut restituer. Et au milieu de cette beauté architecturale, il y a la faune. Des dizaines de surf-chikas se baladent librement dans les rues, le long des plages. Ils grignotent parfois les cartes de la ville qui dépassent des poches, tu sais. Ils sont totalement indifférents à l'effervescence touristique. Ah oui, ils sont chez eux. Par contre, le guide ne se limite pas à cette zone côtière. Il pousse les voyageurs à chausser de bonnes bottes pour entreprendre la randonnée jusqu'au sommet du mont Mysienne, qui est le point culminant de l'île. Mais là, je vais jouer l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Nos sources font l'éloge de cette ascension. Mais honnêtement, si on a un emploi du temps chargé, est-ce vraiment une obligation? Pourquoi ne pas juste prendre le fameux torii flottant en photo, flotter un cerf, manger une huître grillée et repartir en ville? Qu'est-ce qu'on rate de si fondamental? Bien, cela soulève une question importante sur la philosophie globale du voyage au Japon. La culture de la fameuse liste à cocher, ça pousse à faire l'aller-retour rapide. Cependant, réduire Miyajima, son sanctuaire, c'est occulter l'ampleur de la région. L'ascension du mont Mysienne, que ce soit à pied par les sentiers forestiers millénaires ou en partie via le téléphérique, ça débouche sur une véritable révélation. Arrivé en haut, le panorama dévoile la véritable nature de la mer intérieure de Seto. La vue doit être incroyable. Une étendue d'eau d'un bleu profond, parsemée de centaines de petites îles brumeuses couvertes de pins. C'est une dimension profondément spirituelle. C'est en regardant ce paysage vaste et placide qu'on comprend l'énergie apaisante qui enveloppe la baie d'Hiroshima. L'effort physique de la montée donne un contexte à la beauté de la région. C'est très juste, surtout qu'il existe d'autres options insulaires pour ceux qui décident de s'attarder dans la mer de Seto. Les textes mentionnent Omishima, qui est prisé pour ses anciens sanctuaires liés aux samouraïs, ou encore l'étrange et fascinante île d'Okunoshima. Ah oui, l'île aux lapins. Ouais, envahie par une population galopante de lapins sauvages, mais tout ça ramène à cette fameuse philosophie de voyage, tu sais. Prendre son temps, refuser la précipitation, cette approche dicte la bonne manière d'intégrer Hiroshima dans un parcours classique. L'erreur la plus commune qui est documentée par tous les spécialistes de la destination, c'est de traiter la ville comme une escale de quelques heures entre Osaka et Fukuoka. Le guide est catégorique sur la logistique. 2 jours pleins constituent le seuil de rentabilité de l'expérience, mais la location idéale pour ressentir le pouls de la ville, c'est d'y passer 3 nuits. 3 nuits, OK. Ça laisse le temps de digérer le mémorial le premier jour, de s'imprégner de l'île de Miyajima le lendemain et d'errer sans but dans les ruelles autour de Ondori. Alors, qu'est-ce que ça signifie au fond? Ça signifie qu'il faut accorder à cette région le même respect chronologique qu'on accorde à d'autres grandes capitales culturelles. Et les infrastructures rendent ça incroyablement facile. Avec le train à grande vitesse, le Shinkansen, Hiroshima est à peine à 50 minutes de Kyoto et à moins d'1 heure d'Osaka. C'est super proche dans le fond. Même depuis Tokyo, le trajet se fait confortablement en 4 heures. La fluidité de ces liaisons-là, elle crée l'opportunité d'un contraste psychologique remarquable lors d'un voyage. On peut passer de l'élégance formelle, presque rigide des temples de Kyoto ou du chaos néon d'Osaka pour débarquer dans l'atmosphère aérée, large et contemplative d'Hiroshima. C'est une cassure de rythme qui équilibre parfaitement un itinéraire dense. Ce rythme-là dépend aussi largement du calendrier. La saison dicte une grande partie de l'expérience. Sans surprise, le mois d'août et plus particulièrement la période autour du 6 draine des foules internationales pour la cérémonie commémorative. C'est très intense et émotionnellement chargé. Oui. Le printemps attire évidemment les masses avec la floraison des cerisiers le long des berges du mémorial.
Mais selon nos textes, l'automne, entre la fin octobre et novembre, est la fenêtre optimale. L'air est vif et les feuilles d'érable sur l'île de Miyajima transforment les vallées en incendies de couleurs. L'hiver, quant à lui, est décrit comme une saison de tranquillité glacée, parfaite pour quiconque cherche une introspection solitaire sur des sentiers déserts. La synthèse de toutes ces informations pointe vers une conclusion incontestable. Hiroshima refuse d'être définie par la pire journée de son existence. C'est une métropole autonome dotée de sa propre culture gastronomique complexe, entourée d'un environnement maritime sublime. Ouais. Et elle est habitée par une population tournée vers l'accueil. Elle force la personne qui la visite à ralentir le pas, à regarder de plus près et à prendre acte de ce qu'est véritablement la reconstruction humaine. Une reconstruction humaine, oui. Mais en tournant les dernières pages de ce guide, il y a une image qui s'est formée pour moi. Un fil conducteur qui n'est pas nommé tel quel, mais qui relie tous ces éléments. On décrit cette ville reconstruite de fond en comble. On décrit ses rivières pacifiées. Et puis on croise ces cerfs qui marchent lentement autour des temples de Miyajima, ces lapins qui pullulent sur les plages d'Okunoshima, totalement insouciants. Au-delà de la résilience humaine, c'est fou de penser que dans cette région précise, qui a subi la manifestation de destruction la plus brutale et totale de notre ère, la nature ne s'est pas juste timidement rétablie, là. Non, elle a prospéré. Et dans une tranquillité absolue. Elle ne montre aucune crainte de l'homme. La vie, dans ce qui est là de plus sauvage et de plus simple, a repris tous ses droits. C'est une réflexion profonde. Le bombardement cherchait l'anéantissement définitif de tout ce qui respirait. Et la réponse de ce territoire, des décennies plus tard, c'est une profusion de vie où l'homme, les forêts, l'eau et la faune partagent le même espace avec une sérénité déconcertante. C'est exactement l'idée à garder en tête pour une future marche crépusculaire sur la berge de la rivière Motoyasu. On réalise qu'il est possible de déposer doucement cette lourde valise d'attente solennelle au bord de l'eau. Parce que la véritable histoire d'Hiroshima aujourd'hui, ce n'est plus l'ombre d'un passé figé. C'est la lumière de l'eau qui, doucement, mais sûrement, continue d'avancer. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aeria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.